Allez, bonjour à toutes et à tous. Exercice habituel. On commence par le Bitcoin qui s'attaque tout doucement à la résistance. Hein, ça ne parvient pas apparemment à squeezer les vendeurs. Par contre, attention, hein, voilà, donc c'est un outil que je regarde quand même de temps en temps, en tout cas de plus en plus, parce que évidemment on atteint des zones où la psychologie éventuellement peut être utilisée. Et avant d'utiliser la psychologie, il faut déjà savoir qui est en train d'intervenir sur ce marché. Voilà. Donc là, c'est ça qu'il faut noter. Voilà, on est en train de noter que sous résistance, on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Maintenant, on est loin, encore très très loin, parce que je vois cet argument ressortir très souvent. Il faut y faire extrêmement attention. D'accord ? Ici, effectivement, il y avait un problème. D'accord ? C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de vendeurs par rapport aux acheteurs, mais sur un support. Donc faites attention. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'est à ça qu'il faut s'attendre derrière. Que là, en fait, on accumule des vendeurs sous résistance et que d'un coup, boum, on va avoir une énorme sortie haussière qui va enquiller toutes les résistances derrière. Alors évidemment, c'est toujours possible. Je vous le rappelle, tout est possible dans le marché. Il ne s'agit que de risque et de calcul de risque et on ajuste son portefeuille et son exposition en fonction de ce risque. Voilà. Donc encore une fois, moi je ne suis pas all-in sur le Bitcoin. Je me contrefous si un stop doit être déclenché. Je ne fais que jouer un scénario qui a plus de chances de donner des gains que des pertes et de donner des plus gros gains que les pertes que je pourrais prendre. Et je ne fais qu'appliquer encore une fois cette stratégie à tout plein d'autres marchés. Je ne mets pas toutes mes billes dans le Bitcoin. On parlera d'ailleurs de ça bientôt parce que je pense qu'il va falloir qu'on parle de ça sérieusement. Bon, allez, on va le faire de suite. Voilà. Donc, le marché du Bitcoin, je vais vous le comparer à quelque chose que vous aurez beaucoup plus de facilité à comprendre parce que c'est beaucoup plus ancré dans la vie réelle. Imaginez-vous qu'en fait, moi, la vision que j'ai du marché du Bitcoin actuellement, c'est un peu comme si tout le monde, vous tous, vous et moi, on allait tous se retrouver dans une vente aux enchères de voitures. Voilà, on a tous déjà des voitures, hein, d'accord. On a tous de l'argent stocké dans des valeurs différentes. Il y en a qui ont de l'immobilier, il y en a qui ont un peu d'or, qui ont un peu de ceci, un peu de cela. Il y en a qui ont bien réparti leurs valeurs. Moi, c'est mon cas, hein, voilà. J'envisage par exemple l'acquisition de crypto-monnaies parce que ça me semble être intéressant. Maintenant, il faut être conscient que voilà, j'ai déjà de la valeur, elle est stockée dans des choses qui ne perdront pas leur valeur ou très peu. Mais je viens quand même m'intéresser à ce marché-là. Voilà. La différence, c'est que moi, si vous voulez, je vous vois dans ce grand marché de l'auto qui est immense. Hein, voilà, il y a des milliers de voitures, des milliers de gens. Et moi, ce que je vois, c'est des gens qui... alors, d'un côté, il y a les techs, c'est-à-dire je vois les gens qui sont attirés par les nouvelles technologies, qui vont aller voir les bagnoles électriques, les trucs comme ça, qui vont essayer d'investir sur ces technologies, mais il n'y a encore pas énormément de monde voilà, qui est intéressé par ces trucs. Ça reste un truc de geek. Et donc, ce n'est pas cette zone-là qui attire le plus de monde dans ce grand supermarché aux enchères de l'automobile. Par contre, ce que je vois, c'est évidemment la grande hype. Voilà, vous allez voir tout le monde autour de la belle Tesla Model S qui veut se la payer. Et évidemment, comme la troupe est autour de ce truc-là et que tout le monde regarde, on peut vous afficher un prix complètement débile sur ce truc-là, vous dire ça vaut 200 000 $. Vous allez bien trouver des gens prêts à les payer. C'est ça le problème. Voilà, moi, c'est là où ça me pose un souci, c'est que c'est cet effet de masse et d'euphorie qui se rassemble autour de certains actifs qui l'achètent, mais pas pour vraiment y stocker de la valeur, surtout pour penser que ça va remonter plus haut et qu'on pourra le revendre plus cher derrière. Donc ça reste encore une fois de la spéculation, pas du stockage de valeur. Donc dans ce schéma-là, je suis toujours gêné par la psychologie qui drive ce marché, qui reste encore et toujours de la spéculation pure et dure, achetée pour revendre plus cher. Et malheureusement, c'est pas comme ça que les cracks ont tendance à se terminer en termes de psychologie. C'est pour ça que je suis vraiment, voilà. Je trouve qu'il y a un problème dans la structure psychologique de ce marché. Je vois tout le monde autour des grands noms voilà, qui s'attroupent. Et là, je vois les gens sortir les liasses de billets pour acheter une connerie qui vaut super cher, juste parce que les autres sont en train de sortir les billets. Donc il faut faire attention à ça. C'est un effet de masse et d'emballement qui généralement n'est pas vraiment très très bon signe. C'est ce qu'on voit dans les bulles spéculatives, c'est-à-dire ce qu'on voyait fin de l'année dernière. Voilà, tout le monde sortait les billets pour acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Et là, je vois tout le monde refaire la même chose. Alors, effectivement, les prix sont quand même un peu plus attractifs que d'acheter à 20 000 $. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe si on va plus bas? Vous achetez pour revendre plus cher, et si on descend, vous allez faire quoi? Vous allez revendre moins cher, c'est ça le problème. Donc il faut faire attention à tout ça. Et maintenant, je voudrais vous comparer, par exemple, l'approche que j'ai moi. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans ce marché-là, je regarde les voitures, je regarde les prix qui me sont proposés, j'étudie l'état de la bagnole, voilà, parce qu'il s'agit d'un marché d'occasion, hein, pas de la bagnole neuve, voilà.
On s'échange des choses qui ont déjà appartenu à d'autres personnes. Voilà. Donc, on regarde, moi je regarde, je vais regarder techniquement, méchamment et froidement, combien de kilomètres. Bon, voilà, cette voiture, elle a 150 000 kilomètres. Je sais statistiquement qu'à 150 000 kilomètres, il va y avoir des emmerdes avec le moteur, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça que je fais, moi, en fait. Je regarde froidement ce marché. Pardon. Donc oui, je regarde la voiture, son état, la carrosserie, le moteur, le machin. Je vais faire mon petit tour. Si je veux acheter un truc, je veux regarder que tout... J'ai mis toutes les chances de mon côté de ne pas me retrouver avec une machine qui va me tomber entre les bras dans 2 mois. Voilà, c'est le principe. Parce que même si, on va dire, il y a une pseudo-garantie qui est vendue avec, la garantie, on s'en fout. Voilà, c'est souvent, il y a 3 tonnes d'exclusion de garantie. Je veux vraiment acheter quelque chose qui est de la qualité et je veux surtout le payer à bon prix. C'est ça la chose. Voilà. Le trading, c'est de mettre un prix sur quelque chose et dire, OK, j'achète ce prix. Voilà. Ce prix, ça m'intéresse. Après, évidemment, le truc, c'est qu'en trading, on ne possède pas ce qu'on achète. La plupart du temps, on achète juste du papier qu'on va revendre derrière plus tard. Voilà, on fait vraiment de la spéculation. Mais théoriquement, la démarche doit être que si vous deviez vraiment acheter ce truc-là, vous l'achèteriez à ce prix-là. Parce que c'est considéré comme étant un bon prix. Voilà ce que moi, je considère comme étant une approche de trading. Comparé à une approche purement hype spéculative, où en fait la vraie raison c'est simplement de déclencher un achat parce que les autres sont en train d'acheter et que vous pensez que du coup vous pourrez le revendre à un autre qui l'aura acheté plus tard que vous, plus cher. Voilà, c'est ça que vous faites en ce moment avec les bitcoins. C'est ça que vous avez fait pendant la phase bullesque, la phase d'ascendance, et c'est cette opération-là que vous tentez de répéter aujourd'hui, mais encore une fois, c'est pas du tout dans le timing. Voilà. Là, le seul timing qu'il va y avoir, à la limite, c'est un timing d'investissement. D'accord ? Et encore une fois, l'investissement ne se fait pas sur la hype. L'investissement se fait souvent dans un marché calme, lent et peu volatile. La volatilité n'est pas vraiment signe d'investissement, elle est plutôt signe de spéculation. Et encore une fois, quand on a un crack qui est la résultante d'une bulle spéculative, généralement ces cracks se terminent quand il n'y a plus de spéculation. C'est-à-dire quand le prix est faiblement volatile. Et derrière, c'est là où on sait que les investisseurs sont en train de reprendre la main sur la spéculation. Voilà. Donc le fait que je vous vois tous encore vous exciter là, penser que vous allez rater le trade du Bitcoin, que vous allez du coup vous retrouver sans votre belle voiture que tout le monde a achetée, on s'en fout en fait. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous en avez à faire de vos Bitcoins ? Est-ce que vous voulez vraiment absolument avoir des Bitcoins, peu importe le prix, juste parce qu'il faut absolument en avoir ? Ou bien est-ce que voilà, vous êtes propriétaire de votre appartement, vous avez peut-être un lingot ou un truc comme ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre des bitcoins en fait ? Je préfère vous le dire franchement, je m'en fous du bitcoin. Je trouverai toujours le moyen d'en acheter. Si ça devait devenir la seule monnaie de référence et que les monnaies fiduciaires devaient disparaître absolument, c'est pas grave, hein, j'ai toujours un toit, ça aura toujours de la valeur. Donc je veux dire, si j'ai besoin de manger absolument, je vendrai mon toit, il y aura bien quelqu'un pour me l'acheter, vous en faites pas. J'ai de l'or, voilà, toutes ces choses-là ont de la valeur. Je veux dire, si demain mes euros ne valent plus rien, c'est pas grave. J'aurai toujours un lingot d'or que je pourrais échanger contre des bitcoins. Il y aura toujours des gens pour m'échanger un bitcoin contre de l'or. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Le fear of missing out que vous connaissez bien, un truc que vous avez inventé d'ailleurs. Ça, moi je connaissais pas ça avant la crypto. Donc votre FOMO, c'est une démarche qui est très néfaste. Voilà, parce que ce n'est pas du tout une démarche d'investissement, au contraire, c'est une démarche de spéculation. Et encore une fois, tant que vous verrez ça agir sur le marché, pour moi, c'est que le crack n'est pas terminé. Tant que je vous vois spéculer, tant que je vois de l'euphorie, tant que je vois des gros mouvements volatiles, pas de fin de crack. Donc, je n'achète pas. Je préfère passer à côté du truc, encore une fois, et l'acheter plus tard, voilà, éventuellement. Si ça devient nécessaire, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Si ça devient absolument nécessaire d'avoir des bitcoins parce que les monnaies fiduciaires ne valent plus rien, je les achèterai, mes bitcoins, c'est clair, parce qu'il faudra bien que j'aille manger, et si on paye en bitcoin, je paierai en bitcoin comme tout le monde. Je les aurais pas eu pas cher comme vous, ça m'empêchera pas d'acheter ma baguette de pain avec, si vous voulez. Voilà. Tout simplement parce que le bitcoin n'est pas une fin en soi, c'est pas une nécessité absolue, mais vous partez du principe que comme vous êtes dans ce marché aux enchères, vous devez absolument dépenser de l'argent. C'est ça qui est gênant dans l'approche. Il n'y a pas de nécessité. La nécessité, c'est juste de payer un bon prix. Si vous trouvez que tout ce qui se trouve autour de vous est hors de prix et complètement débile, vous sortez de là, point barre, et puis vous attendez de trouver votre bagnole ailleurs, dans un autre marché aux enchères. Mais là, moi, ça me semble complètement débile. Voilà, payer 8 000 $ un bitcoin, pour moi, c'est pas un bon prix. Vous achetez ça, pensant que ça va se revendre 10, 15, 100 000 dans combien de temps ? Mais imaginez-vous un truc, si le bitcoin vaut 100 000 $, ça veut simplement dire que le dollar ne vaut plus rien. Ça ne veut pas dire que vos bitcoins, ils valent... Si vous comptez, en fait,
voilà, réfléchissez bien. Parce que cette démarche de spéculation, elle est complètement stupide. Sans vous insulter, encore une fois, c'est pas méchant, mais la démarche est stupide. Après, il faut que vous arriviez à grandir au-delà de ça. Mais si votre objectif, c'est d'acheter un bitcoin aujourd'hui pour vous dire, dans un an, ce sera à 100 000 $, mais qu'est-ce que vous en auriez à foutre de revendre ça contre des dollars à 100 000 $, puisque le dollar ne vaudra plus rien. Plus personne n'en voudra des dollars. Ça voudra dire que tout le monde achète des bitcoins, et dans ce cas-là, c'est bien, vous aurez des bitcoins. Mais quel intérêt? Vous ne les revendrez pas, ces bitcoins. Vous allez vivre avec. C'est ça le truc. Mais honnêtement, est-ce que c'est absolument nécessaire d'acheter un max de bitcoin maintenant? Parce que encore une fois, voilà, ça c'est si le scénario se produit, génial, les monnaies fiduciaires valent plus rien du tout, et vous avez acheté vos bitcoins pas chers, ce qui fait que vous avez accumulé de la valeur quand elle était peu chère, et aujourd'hui, effectivement, vous êtes plus riche en bitcoin que ce que vous n'étiez à l'époque en dollars, parce que vous avez anticipé la phase d'investissement. C'est bien, tant mieux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le bitcoin? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Si les fiduciaires, elles s'effondrent demain, qu'est-ce qui vous dit que ce sera le bitcoin? Rien du tout. Rien de rien de rien du tout. Et si vous avez tout foutu dans vos bitcoins, vous allez juste vous retrouver avec un truc qui n'a aucune valeur, que personne ne veut, et qui ne sert à rien. Et vous aurez échangé quoi pour ça? Vous aurez échangé toute la valeur que vous avez accumulée au cours d'une vie en euros ou en dollars contre ces machins qui ne vaudront plus un copec. Donc faites attention à ces trucs-là. C'est ça le problème que vous faites maintenant, qui fait que pour moi, vous n'êtes toujours pas dans une stratégie d'investissement, mais bien dans une stratégie de spéculation, alors que le timing actuel de ce marché n'est absolument pas propice à la spéculation, mais bien à l'investissement de long terme. La seule stratégie rationnelle qu'il y a à avoir sur le Bitcoin, je vous l'ai toujours dit, c'est d'attendre. Attendre qu'on ait terminé ce crack pour acheter à long terme sur un vrai buy and hold avec de bons prix. Et là, après, on ne prend plus trop de risques. Mais, encore une fois, moi, mon job, c'est de bosser. Je dois trader. C'est comme ça que je gagne ma croûte. Donc, moi, je trade de façon accordée à ce scénario-là, qui, pour moi, reste toujours orienté à moyen terme, à court moyen terme, à la baisse, puisqu'on devrait avoir de prix plus attractifs derrière. Donc, je continue de vendre, encore une fois, mais je ne vends pas non plus des millions d'euros, qu'on soit bien d'accord. Je pense simplement que les prix vont continuer à baisser, donc je trade de cette façon-là, avec une gestion du risque adaptée à ce qui se passe en ce moment. Et je ne pense pas qu'il faille y mettre tout son compte à la vente, on est plutôt sur la fin des cycles vendeurs, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas terminé, et que pour passer à un réel investissement de long terme sur le Bitcoin, il va d'abord falloir sortir les spéculateurs. Et comment est-ce qu'on sort les spéculateurs? Pas en leur faisant du FOMO. Non, on vous sort en vous démontant les stops derrière. Donc je pense qu'il y aura de nouvelles phases de baisse. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas où. Je ne vends que des résistances en spéculant sur le fait que ce sera la bonne. Si ce n'est pas la bonne, ce n'est pas grave. Puis si on en pète trop de suite, je déclenche des invalidations. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc la stratégie, il faut bien la comprendre. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, encore moins la prétention de dire qu'il faut absolument acheter des bitcoins. Moi, tout ce que je dis, c'est que si je dois en acheter, je vais les acheter de manière intelligente et je veux surtout payer un bon prix. Voilà. Quitte à ne rien prendre du tout. Et dans ce cas-là, je les achèterai plus tard, quand le choix se sera fait. Et encore une fois, est-ce qu'il y aura réellement un choix? Vous partez du principe que les fiduciaires ne vaudront plus rien et que c'est le Bitcoin qui sera absolument choisi de manière complètement générale comme le remplaçant. Ça fait quand même beaucoup de si, et surtout quand vous tradez ça avec levier et que vous y foutez les économies de 10 ans de vie à l'intérieur de ce scénario. Ça me semble hautement risqué, et c'est bien loin de ce qu'on appelle une stratégie de trading, mais bien au contraire, très proche d'une stratégie de pari hautement risqué. Est-ce qu'honnêtement, vous iriez au PMU pour miser 10 ans d'économie sur une course de chevaux, pardon. Donc non, vous le feriez pas, c'est pas rationnel. Alors pourquoi venez-vous le faire sur les marchés financiers? Moi, c'est ça que je comprends pas. Dans la stratégie, je ne comprends pas la démarche. Voilà. Surtout, comprenez l'exemple tout à l'heure, je vous dis, de tout le monde aggloméré autour de la Tesla, super hype, parce que c'est la bagnole du moment. Mais il faut être conscient que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas les moyens de vous offrir une Tesla. Du coup, vous faites quoi? En fait, vous faites un crédit à la consommation de manière indirecte. Quand vous tradez avec du levier, c'est la même chose que de faire un crédit. Il faut qu'on soit bien conscient. C'est-à-dire que vous utilisez un investissement sur les marchés financiers
avec de l'argent que vous ne possédez pas, puisqu'en gros, on vous fait trader sur la marge, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent que vous n'avez pas, on vous donne des capacités d'investissement que vous n'avez pas. Donc faites très très attention avec ça, c'est totalement ancré dans un processus de spéculation, c'est totalement antinomique avec un investissement de long terme rationnel, qui est la seule chose à faire dans ce cycle-là. C'est-à-dire qu'après un crack, la seule chose à faire, quand on est dans un crack, la seule chose à faire, c'est d'attendre qu'il n'y ait plus de volatilité pour valider une potentielle fin de ce crack, investir à long terme, sans levier, et tout simplement après attendre que la tendance se réinstalle. Ça demandera beaucoup de patience. Donc encore une fois, je répète ce que je vous ai déjà dit depuis des mois. Si vous pensez que ce qu'on a maintenant, c'est reparti en mode FOMO et que derrière on va à 15, 18 000, 20 000, 30 000, 60 000, 100 000, possible. Mais ça ne viendra que d'une chose, l'effondrement du dollar. Ça ne viendra pas de la hausse du Bitcoin. Voilà. Il y aura un peu de hausse de Bitcoin, c'est clair, mais c'est la seule solution. Il faut vraiment que là, tout merde. Mais encore une fois, ce sont des scénarios qui ont très peu de probabilité de se révéler. Il faut vraiment que l'économie mondiale parte en couille. Voilà. Et autant vous dire que ce ne sera pas beau si ça doit arriver, et vous aurez beau avoir des bitcoins, ça ne vous empêchera pas d'avoir un bon gros merdier généralisé dans le monde entier, parce que si le système financier monétaire s'écroule, ouais, c'est cool, vous aurez des bitcoins pour continuer à échanger de la valeur, mais en attendant, ça va être la merde dans la rue, hein, parce que la plupart des gens n'ont pas de bitcoin, et qu'est-ce qu'ils vont faire si demain leur monnaie vaut plus rien? Ils vont forcément aller taper sur 2-3 têtes. Hein, voilà. Donc dites-vous que si ça doit se produire, déjà d'une, vous aurez d'autres soucis à gérer que de savoir combien de bitcoins se trouvent sur votre wallet. Vous aurez surtout besoin de trouver à manger, voilà, pour être franc. Donc ne misez pas non plus sur ces scénarios extrêmement noirs, et surtout ne misez pas tout votre capital dessus, et encore moins avec des leviers. Voilà, ne faites vraiment pas, ne vous amusez pas à faire un crédit à la consommation pour acheter une Tesla, tout simplement parce que tout le monde agite les billets autour d'une Tesla, et que vous pensez du coup que vous ferez une super affaire en l'achetant à ce prix-là. Parce que c'est ça, voilà. En fait, là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que vous avez toutes les chaînes, CNBC, les conférenciers sur le Bitcoin, qui vous disent que c'est absolument nécessaire d'avoir du Bitcoin, que c'est le bon moment, que c'est discount, que c'est pas cher. Voilà, là vous avez les réductions, moins 60%, c'est les soldes sur le Bitcoin, il faut y aller, c'est maintenant. Ouais, peut-être, si vous voulez, mais est-ce que pour autant vous êtes obligé de vous endetter pour acheter un truc parce que c'est moins 60% et que du coup après vous allez rater le coche, et puis si vous ratez le coche, vous allez être emmerdé, vous allez devoir le payer plus cher, et franchement, mettez ça dans la vie réelle, est-ce que vous réagiriez de la même façon? Non, alors pourquoi à ce truc-là qu'on appelle Bitcoin, qui est un actif, tout comme, je vous dis, vous iriez acheter un pull dans un magasin, c'est pareil. Si le pull, il est affiché à 150 balles, et que le pull, il vaut pas du tout ce prix-là, et qu'on vous met dessus moins 50%, ça ne le rend pas plus attractif. C'est juste un pull à 150 balles qui en vaut pas la moitié, point barre. C'est ça le truc. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous l'achetez, le pull, c'est votre problème. Mais encore une fois, ayez une démarche rationnelle plus qu'une démarche émotive et motivée par l'appât du gain. Et voilà. La stratégie pour l'instant, c'est de la patience et l'investissement à long terme, mais ce n'est pas encore le timing. Je ne pense pas. Donc si vous voulez spéculer, encore une fois, ça peut se faire. Là, vu qu'on arrive à la fin de la tendance, on peut spéculer achat-vente, il n'y a pas de souci. Mais on n'achète clairement pas sous une résistance. Là, si vous achetez maintenant, c'est dangerous, quoi. C'est vraiment gros danger. Les voyants sont au rouge. Vous prenez un risque complètement inconsidéré. Et qu'est-ce qui se passe si on repart au sud? Parce que là, si on retombe, on ne remontera plus. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà. Bref, donc je pense que du coup, on a fait l'analyse du jour. Donc, on est sous résistance, sous des obliques résistantes. Le marché teste ces obliques. On verra quelle réaction sera la sienne. Moi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que, franchement, il y a encore des résistances au-dessus. Ce qui fait que si on passe celle-là, il y en a deux autres à 8006, 8008. Voilà. Bon, ça fait du monde à franchir. Hein, voilà. Et encore une fois, tout le monde imagine qu'on va avoir un nouveau truc comme ça qui va démonter toutes les résistances. Probabilité que ça arrive, 20%. Voilà. Donc, faut faire quand même très, très attention. Ça, encore une fois, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, parce que je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, c'est plus intéressant de vendre que d'acheter en termes de stratégie de trading, que j'ai bien les cadres techniques qui me permettent de vendre. Pour moi, il n'y a plus de tendance haussière tant que vous n'arrivez pas à péter le cycle de profit. Et si les prises de profit supplantent et que vous avez beau acheter une résistance et qu'il n'y a personne qui permet de franchir cette résistance, on ira faire quoi? Chercher les supports et probablement les casser. Voilà comment se déroule la mécanique des prix. Donc faites attention, vous achetez une résistance, si vous achetez maintenant, et vous avez plutôt intérêt à ce qu'elle cède, et encore une fois, si elle ne cède pas, malheureusement, il n'y aura probablement pas de pullback. Voilà.
Allez, on passe à autre chose, puisque donc une fois ce petit avertissement fait, j'espère encore une fois vous avoir recadré. Je pense que la démarche d'achat de Bitcoin est tout à fait justifiable. On est vraiment sur les phases terminales du crack. On n'a pas fini encore, je pense, mais on se rapproche doucement de ces phases-là. Acheter est possible, mais clairement pas avec du levier. Voilà, là on est à 7 000, à 8 000 dollars. Je pense sans problème que le Bitcoin peut aller sous 4 000. Hein. Voilà, on peut faire 4 000, on peut aller légèrement en dessous, pas pendant des heures, pas pendant des dizaines de jours et des centaines de jours, mais on peut y aller ponctuellement. Donc, il faut être conscient qu'il suffit qu'il y ait un tic sur votre stop loss si vous tradez sur marge et votre broker il vous dit au revoir et vous perdez toute la valeur que vous avez investie dans ce marché-là. C'est ça le problème et c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Parce que si vous tradez avec levier, il faut être conscient que si on divise le prix par 2 et que vous ne pouvez pas le supporter, vous êtes out. Ah, vous avez investi, ah, vous avez fait FOMO, c'est génial, vous étiez sûr d'avoir le bon prix. La réalité derrière, c'est que vous êtes vendu par le broker au plus bas prix. Et vous savez quoi? C'est là que la smart money, elle achète. Elle achète vos stops, en fait. Donc, encore une fois, soyez rationnels. Je vous ai déjà fait ce cours sur la psychologie d'une baleine et de la smart money, comment elle réagit, et pourquoi la smart money, elle a besoin que vous vendiez pour acheter, parce qu'elle a de très gros volumes à exécuter. Et je vous l'ai toujours dit, ça, si vous ne comprenez pas ça, vous comprenez pas la mécanique de prix. Des gros cycles d'investissement. Voilà. Il faut savoir qu'un investisseur, un gros investisseur, il a beaucoup de pognon. Et un gros investisseur qui veut acheter du Bitcoin, il a besoin que vous vendiez vos Bitcoins pour les acheter. Et son objectif, c'est qu'il les achète le moins cher possible. Donc il va faire quoi? Il va faire en sorte que vous vendiez le moins cher possible. Comment on fait pour faire vendre quelqu'un pas cher? C'est ça. Posez-vous les questions. Voilà. Parce que vous avez d'un côté des gens qui font un peu n'importe quoi, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Et de l'autre côté, vous avez des gens bien plus intelligents, qui ont une stratégie de trading bien avancée. C'est souvent des gens expérimentés qui donnent ces conseils-là. Et eux, ils ont de l'expérience sur le marché comme moi. Et franchement, moi, si je veux acheter pas cher, mais que j'ai un gros volume à exécuter, je suis obligé de mettre en place une stratégie pour vous faire vendre vos bitcoins pas cher. Il faut bien que vous les vendiez pour que je les achète. Puisque je vais prendre la valeur de vos bitcoins, il n'y a pas 50 façons de faire ça. Je vais vous faire vous exposer comme des tarés, je vais vous faire acheter, je vais vous faire FOMO, et puis derrière, je vais vous démonter les stops, et quand vous allez vous faire stopper, c'est là que je vais acheter vos stops. Parce que c'est ça, c'est là que j'aurai le meilleur prix d'achat, en vous stoppant. Mais comment je vous fais sortir du marché? Il n'y a pas 50 façons de faire sortir quelqu'un du marché. Soit il faut le dégoûter du marché, donc soit il faut zéro volatilité, et dans ce cas-là, on vous dégoûte, soit il faut péter les stops. Et pour péter les stops, il faut que les gens soient positionnés avec du levier. Donc on fait quoi là? On vous accumule, on vous fait mettre des leviers acheteurs, et puis derrière, on va très probablement descendre doucement, une nouvelle fois, vous racler, mais vous faire tenir. C'est toujours pareil, espoir, vous accumulez du levier, et puis d'un coup, hop, on redescend doucement, à petit feu, on la grenouille dans la casserole et la température qui monte. Vous ne sentez pas l'eau qui commence à bouillir, et puis au final, vous vous rendez compte trop tard que vous êtes complètement cuit et que vous passez déjà dans l'assiette. Et le problème, c'est ça. C'est qu'eux, ils vous attendent là. Ils regardent la température monter dans la casserole. Ils vous voient faire les malins. Ils commencent à monter le feu tout doucement parce qu'il ne faut pas que vous le sentiez. Si vous sentez trop fort, vous allez sortir de là. Donc, vous restez dedans. Et ce qu'ils font, c'est qu'au bout d'un moment, pouf, ça bout. Vous êtes complètement anesthésié. Vous ne sentez plus rien. Vous êtes déjà mort, en fait. Et là, pouf, on vous serre et on vous bouffe. On vous bouffe comment? En pétant vos stop-loss. Voilà, on vous mettra probablement... Si c'est ça la stratégie, je dis, il y en a deux des façons. Soit le désespoir, c'est-à-dire on va tellement plus bouger sur le Bitcoin que les spéculateurs vont sortir, ils vont revendre leur Bitcoin parce que ça monte plus, donc c'est plus intéressant. Je trade sur marge et voilà, mettez-vous d'accord. La psychologie d'un investisseur, d'un mauvais investisseur, d'un mauvais spéculateur, ça va être ça. Ça va être d'investir avec gros levier et donc de vouloir rapidement un retour sur investissement. Parce que comme on prend un risque, notre cerveau n'est pas fait pour gérer un risque permanent longtemps. Voilà. Donc votre cerveau, au bout d'un moment, imaginez-vous que si le Bitcoin, il fait... Regardez-vous, comment vous avez réagi quand on était dans cette formation en triangle? J'ai reçu des centaines de mails de gens. Phil, est-ce que c'est le moment d'acheter le Bitcoin? Est-ce que ça y est, il n'y a plus de volatilité, c'est le moment? Oula, pas du tout les gars. Et vous avez déjà stressé en 4-5 jours. Imaginez-vous le stress que vous ressentiriez si vous aviez des leviers à l'achat dans un marché qui ne bouge plus pendant 2 semaines ou 3 semaines. Vous allez devenir complètement taré. Et comme vous avez des leviers, au bout d'un moment, votre cerveau il va vous dire « Ok, il faut se détacher du problème. » Donc, soit vous allez faire le pire de tout, vous allez effectivement revendre en bas, soit vous allez vous exposer encore plus. Et le truc, c'est qu'il se passe quoi derrière? La smart money, elle n'a qu'une chose à faire. Vendre un bon coup, déclencher tous les stops et racheter tous ces stops.
C'est une opération extrêmement rentable qui sera probablement faite à la fin de la stratégie, c'est-à-dire qu'il faut vous attendre à ce qu'il y ait probablement un pic qui défonce les stops avec un volume énormissime. Et c'est là que la smart money achète. Elle achète vos stops. Quand vous vous faites démonter par les brokers, elles sont là pour racheter vos bitcoins. Voilà. Et c'est ça qu'il faut. Ça, par contre, vous voyez, encore une fois, je vous parle de. D'un côté, vous avez FOMO et j'ai envie d'acheter une belle voiture avec de l'argent que j'ai pas. D'un autre côté, vous avez une stratégie rationnelle. Bon, c'est un peu requin comme stratégie, je suis d'accord, hein, c'est de la chasse, mais en attendant, ça me semble beaucoup plus rationnel sur un marché financier que l'approche que vous avez vous. Voilà. Donc je pense malheureusement qu'à terme, c'est plutôt ces gens-là qui auront l'argent plutôt que vous avec votre FOMO. Donc voilà. Mais encore une fois, je peux me planter, vous pourriez avoir raison, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Mais je pense malheureusement que ce n'est pas le cas. Allez, grosse parenthèse refermée, puisque du coup, on a fait quasi une émission là que sur le Bitcoin. On va faire un tour d'horizon rapide donc des autres actifs. Les actions, ça ne veut pas baisser, hein, donc il ne faut pas non plus s'extasier des baisses qu'il y a pu avoir hier. Moi, il me semble qu'on est surtout en train d'essayer de former un nouveau support. Bon, on va surveiller ce truc-là, hein, voilà, mais voilà, tout simplement, double boule. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'attaquer trop fortement à des ventes indicielles. Maintenant, moi, j'ai encaissé de beaux gains hier sur des premières actions. Je pense que Apple va aller un peu plus bas, Nvidia aussi. De toute façon, moi, toutes celles-là, elles sont en portefeuille. Hein, pas compliqué. Facebook a fini un peu en positif. J'ai un bon prix sur Facebook, mais là, on est pour l'instant, je suis très légèrement en négatif sur Facebook, mais je patiente. Voilà, hein, c'est pas un trade où je veux une réaction immédiate à la baisse du tout. Donc voilà, je surveille un petit peu ce qui se passe. Apple, le trade sera bientôt sécurisé. On va en parler immédiatement. Hein, voilà. Donc Apple, rappelez-vous, pour moi, l'objectif, je dois être sécurisé déjà. Bon voilà, Apple, ça doit être fait, parce que je m'étais mis sur ce support-là. Donc normalement, je pense que là, Apple, je suis bien, il me semble que je dois être exécuté. Donc voilà, le principe de toute façon, rappelez-vous, c'est de venir tester une nouvelle fois cet oblique support, mais il faut le faire en 2 vagues. Donc je pense que c'est hop, on va tester probablement, hop, venir tester cette résistance. Moi, je revends ici. D'accord? Donc moi, j'ai vendu là, direct à l'ouverture, ou je sais plus. Non, voilà, moi, j'ai vendu par là, Apple. Donc ça a été vendu, TP. Je vais revendre ici, re-TP. Et derrière, ça fait quoi? J'ai un stop payé et je pourrais renforcer les breakouts. Voilà. Moi, là, le principe, c'est j'accumule dans mon potentiel diamant. Ça reste potentiel pour l'instant, encore une fois. Toujours pareil, quand on spécule, on ne détient pas la vérité. Donc, on n'y met pas toutes ses billes et on gère son risque en fonction. Moi, il me semble que là, aujourd'hui, Apple, ça a probablement trouvé un support. Donc, déjà d'une, je sécurise et je pense que je revendrai légèrement plus haut sur Apple. Tesla, voilà, no comment. C'est un bon pullback, mais je ne pense pas qu'on soit reparti pour aller bien plus haut. Hein. On est sur l'overlap de la une. Donc, soit effectivement, cette action est haussière. Dans ce cas-là, je déclenche un stop, fin du scénario, on n'en parle plus. Soit c'est en train de faire une vague 1 et là, on fait la vague 2 en 2 vagues, A, B, C. Et normalement, aujourd'hui, ça devrait repartir à la baisse, Tesla. Voilà. Donc on va surveiller ça. Moi, de toute façon, je reste vendeur de Tesla, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'on va commencer à se rapprocher des choses saignantes. Plus on va se rapprocher de cette échéance, qui est donc la publication des résultats trimestriels de Tesla, qui ne seront clairement pas bons. En tout cas, bien en dessous des attentes, je pense. Attentes qui sont déjà très faibles. Hein. Il faut être... Alors ça aussi, on va en parler rapidos. C'est pas pour faire le permabère, hein, voilà. Mais plus on se rapproche de la fin du cycle économique, plus on a cette tendance à voir merde, je trouve pas le mot en français. Les attentes, oui voilà, avoir les attentes rabaissées. Voilà. C'est-à-dire que comme les analystes savent que théoriquement en fin de cycle les choses ralentissent, on anticipe le ralentissement. Ce qui fait que quand la publication se fait, elle paraît surprenante, c'est-à-dire au-dessus du consensus analytique, ou enfin du consensus qui a donné ces valeurs, d'accord? Parce qu'encore une fois, quand vous voyez les earnings, le premier truc que vous voyez, voilà, estimate, l'earnings réel, et du coup, la surprise, le niveau de surprise par rapport à ce que les analystes avaient estimé. Mais les analystes, ils sont toujours en dessous. Ils analysent toujours plus bas, et évidemment, plus on avance dans le cycle économique, plus ils ont tendance à rabaisser les niveaux, les estimations, ce qui fait qu'il y a toujours un effet de surprise. Et si vous tradez les actions par rapport à la surprise que vous avez par rapport aux estimations des analystes, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce qu'en fait, vous allez toujours avoir, la plupart du temps, des estimations positives. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 90%, vous allez 75 à 80% des trimestriels qui sont au-dessus du consensus. Et pourtant, vous avez beaucoup d'entreprises qui ne sont pas profitables. ou peu profitables. Donc vraiment, il faut se poser la question, faites attention à ne pas trader uniquement ces trucs-là.
dans le sens où, voilà, Tesla, pour moi, ça ne vaut pas son prix, c'est clair, mais tout ça se paiera plus tard. Hein, voilà. Bon, bref, de toute façon, Tesla, pour l'instant, moi, je reste à la vente tant que je n'ai pas de contre-indication qui m'invite à faire autrement. Nvidia, même chose. De toute façon, maintenant, moi, j'ai Nvidia, Facebook, Apple, Tesla en portefeuille. Boeing, ça rentrera éventuellement bientôt. On va surveiller. Ouais, non, voilà. Bon, Boeing, il y a encore beaucoup de place pour travailler. Donc, on va rester soft. Je pense que Boeing, ça peut encore pas mal monter. Ça peut être justement un des relais haussiers que pourraient utiliser les investisseurs pour faire monter les indices, par exemple. Voilà. Ça peut être en tout cas, ça me semble être un facteur d'investissement, pas forcément débile, mais là aussi je pense qu'on est d'ores et déjà en train de préparer la construction d'un diamant. Donc vraiment patience, et c'est pas franchement une structure haussière. Mais on fera une analyse Boeing plus tard, c'est-à-dire que là je ne vais pas donner l'analyse tout de suite. Boeing, je vais attendre de voir si on échoue à faire un nouveau sommet historique. Là par contre, si je vois Boeing qui commence à rejeter après ce point-là, là il est clair que je commencerai à vous publier des analyses sur Boeing. Parce que voilà, là pour le moment ça reste vraiment beaucoup trop spéculatif. Je vous en parle dans les émissions, mais on ne peut pas aller au-delà de ça, quoi. Voilà. La UDNZD, bon, voilà, no comment, hein, c'est juste boule, ce truc-là. Je pense qu'il va falloir quand même déclencher des petites prises de profit dans pas longtemps. Moi, je surveille quel prix, je vais éventuellement reprendre une petite tranche. J'ai pris 15% ici. Je vais peut-être prendre 5-10% de plus par là, pour racheter, hein, tout simplement. Mais racheter, et si on franchit les résistances, je rachète aussi. Voilà, on est bien d'accord, pour moi, la UDNZD, c'est juste une fusée haussière. Je vois pas de raison que ce machin-là retrace. On a fait les cons sur le NZD et le AUD a tiré au maxi avant de déclencher. Maintenant, l'AUD déclenche et le NZD retrace. Donc pour moi, l'AUD-NZD ne peut que monter. Maintenant, comment il va le faire, c'est la question. Voilà, de savoir si on fait tout vraiment en ligne droite. Et ça, vraiment, ça ne me surprendrait pas. Hein. En fait, cette dynamique-là, pour moi, elle peut se poursuivre, mais vraiment jusque là-haut, quoi. Jusqu'à 1,0840. Et dans ce cas-là, déclencher des prises de profit, c'est un peu dommage. Voilà. Donc je vais surveiller. Mais si j'ai des signaux... Moi, là, je vois que le momentum commence à s'orienter. Donc je pense qu'on pourrait avoir une petite phase de retracement, c'est-à-dire un léger momentum baissier qui pourrait donc amener des prix plus intéressants. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, UDNZD, on a fait le tour. Le gold, ça veut toujours pas marcher manipulé, hein, voilà. Mais bon, ça finira par partir, ce truc-là. Puis alors, quand ça va partir, évidemment, tout le monde va courir après. Alors, le exit, là, n'est quand même pas génial comme, en termes de signaux. J'avoue que je suis pas méga fan de ce truc-là. Mais je vois pas, encore une fois, de raison valable. Ce truc-là doit normalement partir au nord. La structure qu'on est en train de construire, d'ailleurs, oh, ah bah voilà, bah ça y est, je pense que j'ai ma structure technique. Effectivement, je pense que... Alors attendez, on va vraiment dézoomer là, on va aller se mettre en daily. Ok, je vais essayer de regarder un truc. Ok, alors je pense que le gold, on va pouvoir avoir un bon gros truc, parce que donc je vois bien une impulsion ici. Dans ce cas-là, ça ferait un truc du style, oui, A1, ou alors A. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça ferait A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Donc il nous faudrait, oui, un truc comme ça. Oui, effectivement, je pense que le gold, c'est plutôt parti pour monter encore. Et là, on est donc dans une structure B, c'est-à-dire vague A. Là, on fait la B à plat. Et il faut s'attendre probablement à boum, une grosse C haussière qui va sortir de n'importe où, qui prendra tout le monde à l'envers, évidemment, hein, comme d'hab. Moi, je pense qu'il faut rester à l'achat de ce marché. Ouais, bon, de toute façon, voilà, ça prépare un squeeze. Donc voilà, je dirais un squeeze plutôt haussier, parce que de toute façon, il faut passer au-dessus de ce prix-là. Voilà. Donc il y a une nécessité plus ou moins technique de passer et d'aller coter au-dessus de ce prix-là, je pense. Après, le gold retrouvera éventuellement une tendance baissière, mais voilà, il reste quand même une belle push, ça fait quand même un 10% de hausse sur le gold, autant vous dire, les actions ne vont pas aimer ça. Hein, voilà. Donc on va voir ce truc-là. Mais il me semble que voilà, sur cette UT-là, on a probablement la poursuite d'une structure de temporisation, parce que ça ne veut pas, mais tant qu'on ne casse pas les supports, je ne vois pas vraiment de raison de s'inquiéter outre mesure. Je pense qu'on fait simplement des sous-vagues, voilà, c'est-à-dire on fait des sous-décomptes qui font qu'on va avoir une vague haussière d'un coup. Voilà. Donc il faut attendre d'avoir la vague 3 de vague 3 et je pense qu'on pourra décoller. Donc le gold, je dirais vraiment patience encore pour l'instant, mais ça reste haussier. Le gaz, on va voir ce qu'il nous a fait hier. Ouais, bon, c'est pas génial, hein. C'est pas génial. On va regarder en 2 heures quand même.
Voilà, bon, ça a un peu de mal hein, sur le gaz. Donc voilà, je note ce canal-là. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire. Euh, donc on prend l'oblique créé par les deux sommets au précédent creux. Donc ça reste pour moi un actif haussier. Je renforce pas encore, hein, je reste pour le moment le soft. Mais je surveille. Voilà, je surveille. Maximum, on peut avoir une petite mèche là pour aller emmerder le monde et tester le support, le neutraliser. Mais c'est vraiment tout ce qu'on doit avoir. Il me semble que là, quand même, on devrait retrouver un directionnel haussier. Mais comme on l'a vu hier dans l'analyse, hier soir, il me semble que ça reste dangereux et piégeux. Donc impossibilité de mettre de levier tant qu'on ne passe pas et qu'on ne déborde pas cette zone ici à la baisse. Les taux à 10 ans, bon voilà, c'est toujours bien orienté, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un marché qui a de la nécessité d'aller chercher et casser ses résistances. Donc, je ne vois pas de raison de s'arrêter là maintenant. Je pense que au mieux, on latéralise les phases de prise de profit. D'accord. Il y a toujours, quand le marché monte, il y a toujours des gens qui prennent des profits en cours de route. Voilà. Moi, je pense que là, sur ce type de marché-là, moi, je reste full on. J'ai pris un profit ici quand même, c'est vrai. Maintenant, j'attends. Voilà, j'attends un peu, mais je pense qu'on se dirige sans trop de problèmes vers des franchissements de résistance à ce niveau-là. Donc, je reste patient. Voilà, j'attends qu'on neutralise le momentum. C'est ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on a bien latéralisé, je pense que boum, on rattaque à la hausse. Ça, vous avez compris, hein, c'est pas bon pour les actions américaines. Hein. Les taux qui partent en parabolique, qui partent à la hausse, ça va pas du tout leur plaire. Hein. Voilà. Maintenant, attention aux paraboles. Voilà, je pense pas qu'il y aura nécessairement une parabole sur les taux. Je pense par contre que voilà, on a ce timing-là. On voit que le marché tente de s'extraire. On va voir si le marché accélère ou pas. Voilà. Si le marché accélère, je pense que il y a la possibilité de le faire par la nécessité, encore une fois, d'aller venir franchir les résistances ici. Résistances qui ont toutes été testées. C'est-à-dire ici, il n'y a pas de blocage. Il y a juste ici qu'il y a un petit blocage parce qu'il y a une zone qu'on n'a pas retestée. Ouais, donc c'est ce qu'on est en train de faire là. On teste ça, on prend quelques petits profits pour sécuriser les trades. Derrière, on démonte ces deux zones-là. Voilà. Ces deux choses-là vont être démontées derrière, probablement, et serviront de niveau d'accélération. Hein. Voilà. Donc il me semble que là, les objectifs, c'est toc, voilà, d'aller déborder ces deux trucs-là. Donc sortir du canal me semblerait en soi quand même quelque chose d'assez probable. Donc je dirais là, on tergiverse un peu, on prend de l'élan en momentum, et derrière, boum, on s'y colle, on pousse avec les divergences, on va à travers. Là, pour moi, je prendrai une deuxième petite tranche de profit. Donc là, voilà, moi j'attends. Je vais probablement racheter bientôt, là, puisque j'attends que le momentum se latéralise un petit peu. Et je pense jouer la nouvelle accélération, donc sortie haussière du canal, probablement à voir et à venir. Derrière, on va mettre des extensions FIBO pour se projeter. Voilà, je pense qu'un 161 est un objectif rationnel. Donc je dirais un 2,99. Voilà, juste avant les 3, pour faire chier le monde. Je pense qu'ici, il y a une target à exécuter. Voilà. Donc je dirais, pour moi, prochain TP ici, et je vais probablement racheter là dans pas longtemps le petit TP que j'ai mis là. Donc évidemment, j'ai mis un TP, on est resté sur la même zone de prix, je vais juste remettre le même levier. Voilà. Je ne vais pas me surexposer, mais voilà, j'avais vendu une petite partie, j'avais racheté mes contrats de taux, une petite partie ici pour éventuellement les revendre à meilleur prix. Je vois que on a du mal à retracer, donc je vais tout simplement me remettre au même niveau qu'avant. Simple gestion du risque. Hein. Voilà, on arrive sur une zone où il pourrait y avoir des TP. Je prends un peu de cash pour racheter plus bas. Le marché ne veut pas retracer. Je remets mon cash pour continuer plus loin. Hein. Voilà, tout simplement. Le VIX, je préfère rester toujours à l'écart de ce marché. Ça me semble fortement manipulé, donc gênant. C'est pour ça que j'ai du mal encore avec les equity et à me dire je passe short qui peut sur les equity. Ça me paraît encore une stratégie un peu risquée. Un peu trop risqué. Voilà, et en fait là je suis en train de voir un truc. Ouais, c'est ça. Donc on a un petit canal baissier, sorti en plus du canal ascendant précédent. Hein, donc là vraiment c'est pas bullish, un truc pareil. Hein. Ils ont absolument voulu aller racler les stops, le mien y compris. Je pense que ça va continuer. Voilà, on a un break et vous voyez qu'ils arrivent à installer la tendance, c'est-à-dire qu'ils ont tellement vendu de VIX qu'au final il n'y a plus personne qui en achète, donc ça installe une tendance. Moi je pense que ça c'est une manipulation de marché, hein, je vous l'ai dit, et j'ai pas peur des mots, hein, quitte à être un peu violent dans les propos. Ça pour moi c'est une vraie grosse manipulation de marché, je sais pas qui, encore une fois, je m'en fous, mais ça c'est pas un pricing normal du VIX. Ça, c'est des millions qui sont arrivés dans le marché qui ont simplement asphyxié la volatilité sur les options. C'est-à-dire là, il y a des mecs qui vendent des puts pas cher
à qui veut bien en acheter. Ils inondent le marché en put et du coup, ils vous vendent de la tranquillité, quoi. Ça veut dire, si vous avez peur, achetez des puts, c'est pas cher. Achetez des puts, c'est pas cher, tout se passera bien, parce que si ça se passe mal, je vous paye. Voilà. Parce qu'évidemment, si vous vendez un put, si ça chie derrière, vous payez. Hein. Voilà. C'est le problème. Donc voilà, le truc c'est que là on vend de la tranquillité, mais probablement on la vend avec des milliards, donc il faut y aller tout doux. Quand on veut se mettre en face de ces gens-là, il faut déjà premièrement les laisser réussir leur trade, c'est-à-dire probablement finir la tendance. Donc je pense qu'on peut s'attendre à une nouvelle push baissière du VIX, probablement pour aller chercher cette zone-là. On va aller chercher des supports ici, mais voilà, il y a un support qui est tout donné. Moi il me semble que par là, il y a un niveau que les gars sur le VIX vont essayer de pécho. Voilà. Donc il me semble qu'ici, on va essayer d'aller chercher ce truc-là. Peut-être de glisser en dessous juste pour emmerder le monde. Mais il me semble que dans cette zone-là, là pour le coup, là, le VIX, je l'achète ici. Là, il n'y a pas de souci, quoi. C'est-à-dire que moi, ici, j'achète le VIX les yeux fermés. Parce qu'on aura probablement un cycle TP ou un exit. Je paye. Voilà. Là, j'achèterai du VIX. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, le risque vraiment sera tellement énorme qu'il faudra être complètement teubé pour vendre des puts à ce moment-là, quoi. Voilà. Donc on verra, mais pour l'instant, je pense que les bears ont réussi leur coup. Ils ont réussi à installer une tendance assez faible, hein, voilà, puisqu'on n'a pas réussi à aller chercher la target, d'accord. Mais il y a quand même tendance dans le fait où les prix ne remontent pas, donc il n'y a pas d'opposant. Et comme il n'y a pas d'opposant, il y a quand même poursuite des prix. Donc je pense qu'on va chercher un TP ou un exit, et derrière, après, on se rattaquera. Pour ma part, je me rattaquerai à la vol. Voilà, on a fait plus ou moins le tour. Allez, on va regarder Hang Seng. Voilà, pas de souci, hein, ça ne veut toujours pas remonter. Ça repasse bear, double bear. Voilà, bon, nouvelle résistance formée plus basse que la précédente, encore une fois. On continue de les enchaîner. Hein. Donc résistance là, nouvelle résistance formée ici. Donc voilà, Hang Seng, moi ça me semble parti pour un crack. Hein. Pour un crack, pour une belle phase de crack. On a bien accumulé, on a bien fait les comptes bien longtemps. Bim, voilà. Maintenant, moi je pense il est temps d'arrêter les conneries sur les marchés chinois. Si les marchés chinois se cassent la gueule, ce sera évidemment la raison parfaite pour faire en sorte que les ricains se cassent la gueule également. Hein. Voilà. Mais il me semble que là, on est parti pour un bon 15-20%. Allez, 10, ça fait que 10% en plus. Mais je pense qu'on est parti pour un bon 10% de baisse pour aller glisser donc sous ces supports-là. Et je pense aller chercher une zone support par là, légèrement en dessous. Hop, voilà. Donc je dirais ici, et pour moi la prochaine zone à prendre son profit sur le Hang Seng. Donc je reste très très largement vendeur de ce marché. Je vais passer au renfort là du coup, hein, vu que j'ai un nouveau cycle bear, je vais pouvoir potentiellement abaisser mon stop ici, ce qui fait que je vais pouvoir prendre un petit renfort sur le Hang Seng. Voilà, donc je vais m'attaquer à ça, là, un renfort Hang Seng en UT daily. Donc abaissement du stop en daily pour une fracturation baissière avec une vue à 10-12% de baisse par rapport au prix actuel. Donc ça va pas plaire aux Ricains, je vous le dis direct. Donc voilà, on va voir et on surveille. Les Américains encore et toujours, je pense qu'ils font les cons et qu'ils font tout pour que les gens ne vendent pas. On vous vend de la tranquillité, on vous vend des puts, on vous vend tout pour que ça baisse pas. Maintenant, on va voir. Hein, on n'arrive pas à franchir les résistances non plus. Donc si la résistance est débordée, ok, bien joué les vendeurs de volatilité. Par contre, si ça doit merder, ils vont se faire couper la gorge. Parce que, évidemment, c'est un couteau à double tranchant. Quand vous vendez de la tranquillité, si le marché est tranquille, tout va bien, vous faites un gros gain. Si ça merde, ça vous coûte 10 fois plus. Hein. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention. Vendre du VIX à 15, si le VIX va à 50, vous vous rendez compte de combien ça vous coûte de payer les primes. Donc voilà, moi je pense que c'est un jeu très très dangereux de s'être amusé à revendre la VOD ici. Maintenant, pour l'instant, ça semble fonctionner. On va voir combien de temps cette mécanique arrive à perdurer. Voilà. Soyons pragmatiques quand même. Donc pour le moment sur les equities américaines, les signaux sont plutôt pas vraiment orientés baissier. Je dirais plutôt que sur les ventes, il va falloir commencer à penser à des encaissements au minimum. En tout cas, sécurisation des positions vendeuses. Et ensuite, si ça merde, ça décollera d'un coup. Mais si ça merde pas, il ne faudra pas non plus trop s'acharner. On pourrait avoir des prix légèrement plus hauts, éventuellement. Voilà. Mais ça me paraît, je ne vois pas ce qu'on peut aller chercher au-dessus en fait. Donc je ne vois pas l'intérêt de continuer et de rester acheteur de ce marché. Donc on va attendre, d'accord? Parce que là, il n'y a pas de signal vendeur sur cette UT-là. Donc par contre, on va attendre temporisation, éventuellement fracturation du signal acheteur pour rentrer vendeur sur cette UT 2 heures. Voilà. Donc en ce qui concerne les equities, on est en train de former un support ici. Voilà. Il me semble que pour l'instant, ce support a toutes les chances de tenir. Et on va voir. Si ce support remonte un peu, échoue ici, voilà, moi je pense que ça a plus de chances de passer aujourd'hui, c'est revenir tester la zone résistante, celle qui a extrait par le bas. Donc je dis revenir tester par exemple cette zone-là. Okay. En remontant le long du canal, ce serait la solution la plus parfaite.
Voilà, faire un truc comme ça. Ici, là. Voilà, on grind le canal légèrement pour remonter. Si on peut avoir un truc comme ça, voilà, ce serait vraiment parfait. On revient tester la résistance, mais on ne réintègre pas le canal. En gros, on remonte vraiment tout doucement. Derrière, boum, là en fracturation baissière du support, je pense qu'on peut rentrer pour effectivement une bonne grosse vague baissière qui ne fera pas semblant. Mais pour l'instant, voilà, ça me paraît compliqué de se positionner trop agressivement sur les marchés US. Par contre, se positionner sur les actions qui sont baissières, ça oui. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est du stock picking en ce moment. Ça achète et ça vend, ça achète et ça vend, ça fait mumuse. Voilà. Donc je pense que les ventes peuvent se faire sur des actions ciblées. Mais il y a aussi des actions qui sont haussières, comme par exemple Amazon, Netflix. Ces trucs-là, ça permet, si vous voulez, de pondérer dans les indices. Vous en avez qui baissent, puis vous en avez qui montent, et globalement, ça maintient un peu le malade en vie, quoi. Voilà. Allez, terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, General Electric, le TP doit être exécuté aujourd'hui. Voilà, à mon avis, ça a été pris hier. Il faut voir. Voilà, mais je pense que j'ai été par là, donc pile poil. Vous voyez, sur la petite zone résistante. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Donc il me semble que j'ai été pris sur General Electric, à confirmer. Je vais aller regarder de suite. Hop, voilà, je vous confirme. Donc General Electric, j'ai été exécuté au TP1, quasi parfaitement sur le point haut. Voilà, moi j'étais juste en dessous, j'ai été pris à 14,03, je crois. Voilà, 14,03. Donc ça fait un joli petit chouette gain. Je crois qu'on était rentré par là. Donc ça m'a fait voilà, un bon 7% de revenus de retour. Alors pas net, ça a été pris avec un levier 0,5. Donc ça fait 2-3% encaissé. J'ai pris un TP50. Le reste du stop est placé sous le exit. J'attends de voir si on peut fracturer un petit peu plus loin que ça. Pour l'instant, je reste acheteur, mais on est dans le haut de canal. Rappelez-vous que c'était le scénario. Revenir dans le haut de canal. Ici, on sécurise. Le stop est en gain. C'est-à-dire qu'à partir de là, si les prix retombent, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Tout simplement, si les prix sortent du canal par le haut, on aura un sentiment de fin de la consolidation ici, qui nous amènera très probablement derrière à viser la clôture de ce gap, par exemple. On va aller le noter en notion technique. Voilà, ici, on a un gap à venir combler. Il me semble que c'est l'objectif qu'on vise très probablement. Voilà. Donc là, on est revenu visiter la zone qui a breaké au sud. C'est bien pour l'instant. Donc ici, on arrive sur une première zone résistante. Il me semble logique d'encaisser des gains. Maintenant, voilà, je pense qu'on est en train de constituer des supports en dessous qui nous permettront probablement de nous extraire de cette zone-là. Maintenant, il faut voir si ça retombe. Je préfère sortir de là avec un gain. C'est pour la raison pour laquelle j'encaisse 50% ici. De toute façon, encore une fois, voilà, c'était le scénario, c'était le cadre. On prend donc les profits sur ce haut de canal comme il était escompté. Maintenant, on voit s'il y a un sentiment acheteur ou non qui émerge de cette action de prix. On le saura donc en sortie haussière du canal. Si le canal revend, tout simplement, c'est que le marché n'est pas haussier. Et dans ce cas-là, on recherchera éventuellement des achats plus tard. Donc voilà, on a les earnings ce soir en plus sur General Electric. Donc je suis bien content d'avoir été exécuté. On a eu les earnings le 20, donc c'est ce soir qu'on a les earnings sur General Electric. Donc on va voir comment se comporte le marché par rapport à ça. En tout cas, c'est un scénario bien mené pour ma part. Donc je pense que la prise de profit 50%, dans tous les cas, ne nous amènera pas vers un gap baissier. Donc voilà, encore une fois, des releases de résultats, ça crée des gaps. Donc voilà, mon stop est là, mais au cas où on ait un vrai gros gap baissier, je ne pense pas que je puisse perdre plus que les gains qui ont été encaissés. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne pense pas qu'on puisse gaper là-dessous, sous la zone des 12,50. Donc je ne pense pas théoriquement pouvoir prendre une perte. Par contre, on pourrait avoir un résultat positif surprenant qui pourrait nous faire bim. Et là, pour le coup, ce serait vraiment sympathique, puisque ça nous permettrait d'atteindre un TP2 assez rapidement, sans trop s'être compliqué la vie. Voilà, donc je reste spéculatif sur la partie release des trimestriels de General Electric. Je les vois plutôt pour l'instant s'orienter sur des résultats pas trop dégueux. On va voir quels sont-ils réellement et comment le marché va y réagir. Bye bye et bon week-end. Du coup, on se retrouve lundi.